Et bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble, avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Christophe Ferrari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la métropole grenobloise depuis bientôt 10 ans, homme de gauche, maire du Pont-de-Claix. Vous êtes également le président depuis le printemps dernier de Territoire Singulier. C'est quoi? C'est un nouveau parti ? Non, c'est pas un nouveau parti politique, c'est pas comme ça que ça s'est organisé. C'est un espace de travail, de dialogue pour les progressistes, pour effectivement penser le territoire, réfléchir le territoire, pas simplement entre urbains, avec aussi le périurbain, le rural, pour finalement comprendre quels sont tous nos enjeux collectifs et essayer d'y trouver des réponses, finalement, quels que soient les sujets qui relèvent des communes, de l'intercommunalité, du département, de la région ou de l'État. Donc c'est un véritable lieu de réflexion, de travail, pour trouver des réponses vraiment opérationnelles aux enjeux de notre territoire aujourd'hui. Faire entendre une nouvelle voix à gauche, c'est compliqué. Plusieurs ont essayé ces dernières années. Moi, je ne cherche pas à faire entendre une nouvelle voix à gauche. Il y a déjà suffisamment de voix. Par contre, il y a besoin pour la gauche d'espace de réflexion et de travail, et pour toutes les forces de progrès. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui ne se retrouvent nulle part et qui pourtant ont des choses à dire et des choses à amener pour régler les sujets de nos concitoyens. Donc c'est plutôt ça, nous, notre sujet. Ce qui nous motive, c'est pas créer une énième structure pour exister ou ceci. C'est vraiment parce qu'on a besoin, à un moment donné, de revenir au débat et au dialogue, en fait. On s'aperçoit qu'on a des problèmes dans les villes, mais les mêmes sujets sont aussi des préoccupations pour les territoires ruraux aujourd'hui. Donc, comment on arrive à répondre à ces sujets finalement qui nous sont communs? Il y a des choses qui sont différentes. C'est tout simplement trouver les bonnes réponses et essayer de les adapter. C'est pas opposer la ville à la campagne. C'est quelque chose qui doit être apaisant. En fait, c'est un lieu qui est aussi un lieu d'apaisement pour régler les sujets. Voilà. Alors, vous avez quand même présenté un des candidats sous cette bannière aux dernières sénatoriales. Ce n'était pas la bannière des candidats. Bannière, non, c'était il y avait un petit peu de ça quand même. Gauche. Ils étaient issus du travail, mais ils n'avaient pas que les choses soient très claires. Beaucoup ont dit que c'était la candidature de Territoire Singulier. Territoire Singulier n'a pas généré une liste au sénatorial. Mais par contre, il y avait des femmes et des hommes qui étaient dans cette liste. D'ailleurs, d'autres qui n'y étaient pas et qui ont été dans cette liste. Alors le prochain scrutin, c'est les européennes qui auront lieu le 9 juin. La campagne débute. Qu'est-ce que vous en pensez de ces premières semaines de campagne européenne? D'abord, le scrutin européen est un scrutin d'importance, extrêmement important. C'est une élection à un tour qui compte, qui pèse. Je sais que les Français, c'est pas un scrutin qui les passionne. Et pourtant, on voit que de nombreuses dimensions de notre vie quotidienne sont liées à des positions qui sont prises au niveau du Parlement européen. Des enjeux qui sont lourds. On parlera de budget, de taux d'intérêt, on sait les dépendances à la Banque centrale. Donc moi, j'ai eu Raphaël Glucksmann, on a échangé ensemble il y a quelques jours. Je vais lui apporter mon soutien officiel, je lui ai dit, parce que je trouve qu'il apporte une vision, c'est un homme qui amène quelque chose de neuf dans la façon d'aborder la politique. Ses combats lors de ce dernier mandat l'honore, et moi, finalement, correspondent véritablement à ce qui est pour moi le sens de l'action à gauche, défense des démocraties en Europe, combat contre l'esclavage. C'est lui qui a quand même porté tout le sujet, finalement, de la traite des Ouïghours en Chine. C'est lui qui a porté un regard sur les massacres qu'il y avait en Ukraine. C'est lui qui a amené des éléments très importants sur, finalement, l'industrialisation européenne, la nécessaire défense de notre industrie européenne, le travail sur une Europe sociale au service des femmes et des hommes sur ce continent et dans l'ensemble des pays. C'est lui qui a porté un regard très juste au moment de l'anniversaire du discours de l'abbé Pierre sur la question du logement. Il indique que l'Europe doit être au cœur de la rénovation des logements demain dans tous les pays d'Europe et la construction de logements abordables en Europe. Donc pour moi, c'est véritablement un homme qui a finalement ce sens des valeurs-là, qui a finalement cette patte et qui peut donner là aussi un nouveau souffle. Et évidemment, je ferai campagne pour lui et pour la liste, qui est cette liste d'élus. Il y a des personnes que je connais bien, Christophe Clergeau, député sortant. Il y a Pierre Jouvet, du département d'à côté. Voilà. Et pour moi, je retrouve dans cette liste
fondamentalement, finalement, ce qu'est le cœur de cette gauche sociale qui assume la transition écologique, mais qui l'apporte aussi au travers du contrat social qui est absolument nécessaire pour pouvoir la réussir. Bon, c'est une liste qui est soutenue par votre ancienne famille politique, par le Parti socialiste, notamment, qui pour l'instant donnait assez loin du Rassemblement national et de la liste macroniste. Vous pensez que Raphaël Glucksmann peut créer la surprise c'est une élection où les Français votent aussi d'une certaine façon une forme de coup de cœur. On le sait, hein, c'est souvent ça l'élection européenne. Moi, je sais qu'il prône aussi ce rassemblement de la gauche. Il l'avait proposé en 2019. Il y avait que le Parti socialiste qui avait accepté cette base de rassemblement. Les autres partis ne l'avaient pas voulu. Moi, je pense qu'il faut porter ces messages, en tout cas de cette Europe sociale, qui ne peut pas être incarnée aujourd'hui par les populistes et l'extrême droite, puisque le Rassemblement national est un mouvement d'extrême droite. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, je dirais, la majorité présidentielle incarnée par une des listes qui va se présenter, je dirais, défend un modèle finalement assez libéral de l'Europe, qui est celui qui génère d'une certaine façon les inégalités que nous connaissons. Et je pense que de ce point de vue-là, il faut une réorientation de l'Europe à gauche, mais une Europe sociale et qui respecte finalement ce que sont les femmes et les hommes sur ce continent, avec leurs différences et la différence des cultures entre le Portugal, l'Espagne, la France, la Grèce, les pays du Nord. Tout ceci est une richesse et n'est pas un problème. Donc oui, je pense qu'il peut créer la surprise. Puis je le trouve, il a un discours qui finalement fait du bien, quoi. C'est un homme qui n'est pas, je dirais, classiquement ces professionnels de la politique. Et je trouve qu'il amène ce souffle-là. On voit ses premiers meetings où il y a énormément de monde. Et je suis très, très heureux de ça. Alors on verra ça, c'est le 9 juin, le scrutin des européennes. Je disais en introduction, ça fait bientôt 10 ans, Christophe Herreg, vous présidez la métropole grenobloise. Quel bilan vous tirez de cette décennie ? On fera le bilan de ces 10 ans très bientôt. D'abord, il faut toujours se rappeler que la transformation en métropole a été finalement un élément de surprise, en fait. Ça a été la loi en janvier 2014 qui nous a fait basculer en métropole, qui a été une marche absolument énorme. Avec beaucoup de compétences à intégrer. Avec beaucoup de compétences à intégrer. Ça a été un travail très, très lourd des élus, mais aussi des agents. On est passé de 700 agents à 2000 agents à la métropole. Et ça a été donc une mécanique de croissance extrêmement lourde. Il y avait une habitude historique des communes à porter les choses, donc c'est toujours très compliqué, cette séparation-là. Et globalement, je trouve que il y a des compétences sur lesquelles, je dirais, la proximité est particulièrement assurée par la métropole. L'eau, l'assainissement, les déchets aujourd'hui ont des taux, finalement, dans les enquêtes que l'on mène auprès des usagers sur, finalement, la qualité du service public, elle est extrêmement reconnue. Ça veut donc dire que la métropole est capable de proximité, mais il y a d'autres sujets qui ont été plus compliqués au précédent mandat, qui nécessitent encore des ajustements et qui se travaillent tous les jours, parce que, vous savez, la commune, elle a plusieurs siècles d'existence. Le département a plusieurs siècles d'existence. En tout cas, plusieurs décennies d'existence. La région aussi, un peu moins. La métropole, c'est 10 ans. Donc en 10 ans, vous ne fabriquez pas un contour comme ça, ciselé, taillé. Donc il y a besoin en permanence d'amélioration. Puis je crois qu'elle est stratège sur beaucoup de grands projets. Elle est considérée aujourd'hui comme véritablement l'animatrice du territoire, la métropole. Elle est reconnue comme telle par les acteurs économiques, par les acteurs universitaires, par les acteurs associatifs. On nous contacte aujourd'hui directement. On sait que c'est à ce niveau-là qu'on est en train de réfléchir à des sujets. On est en train de signer un contrat local de santé métropolitain. On discutait il y a encore 2 jours avec la CPAM, avec l'Agence régionale de santé. On voit qu'on est devenu finalement cet acteur de l'animation territoriale, capacité à mettre autour de la table tout le monde et de pouvoir discuter, trouver des réponses. Donc on est en cette construction en toute humilité. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut les corriger. Et puis, effectivement, on a des belles réussites. On pourra en citer à nouveau, et qui ont particulièrement marqué le territoire depuis 10 ans.
Reprenez les déclarations de l'opposition en 2014 lors de mon élection et vous verrez que certains des éléments qui étaient les plus gros points d'inquiétude, le rondeau, la 480, le soutien à la filière microélectronique, la question du ferroviaire, tout ceci finalement a trouvé des réponses. Aujourd'hui, on est sur des dossiers stratégiques. Donc là, c'est bien la métropole qui devient l'acteur stratégique, l'actrice stratégique pour porter ces grands sujets qui vont avoir des conséquences directes pour les habitants. Mais nous sommes aussi dans la proximité, je dirais dans le quotidien des gens, l'eau, l'assainissement, les déchets, la voirie et bien d'autres choses encore. Alors, s'il y a un dossier ou un passage stratégique pour une collectivité chaque année, c'est le vote du budget. Celui de la métro a été validé en début d'année. Il s'élève à 742 millions d'euros, dont 256 millions d'euros d'investissement. Budget axé sur les mobilités, l'espace public et puis toutes les dépenses de transition et d'adaptation au changement climatique. C'est un budget vert, le budget 2024. C'est un budget qui prépare l'avenir très clairement. C'est un budget où vous avez, sur 100 euros investis, 41 euros vont aller sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, plus 75% sur les dispositifs murmures. Ça, c'est le quotidien des gens. C'est les copropriétés, c'est les maisons individuelles, c'est les TPE, les PME. C'est le grand sujet d'aujourd'hui. 39% pour l'accompagnement à la ZFE. Comment je change de véhicule lorsque c'est nécessaire. Comment je travaille mes mobilités de demain. 25% d'augmentation pour soutenir les communes dans leurs projets de rénovation d'équipements publics et 27 euros sur les mobilités, plus 164% pour l'accompagnement des projets de mobilité et plus 57% sur la politique cyclable. Donc on est vraiment sur ces sujets-là. On investit aussi pour l'attractivité économique du territoire, très fortement. On a inauguré cette semaine HRS, leader de l'hydrogène sur Champagné. Ça vous montre encore une fois l'attractivité que nous avons. Et c'est pas moi qui le dis pour finalement se glorifier, mais nous y sommes un peu pour quelque chose dans tout ça, en aménageant nos zones économiques, en aménageant les polarités, toutes les dimensions du territoire. On permet d'accueillir des entreprises qui font que les femmes et les hommes aujourd'hui peuvent trouver un emploi. Sur ces dépenses, il y a 54 millions d'euros, c'est loin d'être négligeable, qui vont être consacrés à la mise en œuvre des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. On rappelle que c'était une centaine d'habitants de l'agglomération qui avaient été tirés au sort pour plancher pendant plusieurs sessions sur des propositions à faire qui avaient été présentées aux élus au printemps dernier, après donc un an de réflexion. 54 millions, c'est une somme non négligeable. En quoi ça va consister? Vous allez mettre en œuvre toutes les 200 propositions qui avaient été actées à l'époque? 219 propositions. 219. Et en fait, notre travail, au travers d'un comité de suivi que nous avons avec la Convention citoyenne pour le climat, parce qu'ils ont produit un rapport. Le plus important, évidemment, c'est ce travail-là, mais c'est sa mise en œuvre. C'est ça, comment on arrive à convertir 219 propositions en actions concrètes et en actions financières sonnantes et trébuchantes en les mettant en œuvre. 54 millions sont dans ce processus d'accélération des propositions de la Convention citoyenne. On l'a évoqué, murmure, les mobilités. On peut imaginer, on peut parler de la ligne de rocade, qui était une des propositions phares de la Convention citoyenne, qui est mise en œuvre là aussi. Donc, nous, notre rôle, ça a été vraiment... Moi, je suis vraiment scotché du travail qui a été fait par les citoyens, d'une maturité, mais d'une ambition extrêmement forte, et une forme de pragmatisme dans la réponse. Ils ont analysé, effectivement, je dirais, ce qui étaient les leviers nécessaires pour accélérer, mais en même temps, ils ont aussi mesuré les freins. Ils se sont dit, il ne suffit pas de dire comme ça, en claquant les doigts, allez, il faut accélérer les transitions. Oui, mais comment on fait pour les accélérer? Parce qu'au départ de la Convention citoyenne, pas tous étaient convaincus du sujet environnemental. Aujourd'hui, ils le sont tous, mais comme est la population française aujourd'hui, comme est la population métropolitaine, on a besoin d'entraîner, donc d'accompagner. Donc ce sont ces projets-là que nous avons mis en œuvre, 54 millions, autour de 3 thématiques. La production d'énergie, les mobilités bien sûr, et puis la question de l'habitat et le logement, avec une idée très simple, c'est qu'ils nous disent aller plus dans la rénovation que dans la construction. C'est ce que nous allons faire au travers du PLH de transition qui est en train de se mettre en place. On sera beaucoup plus dans la rénovation. Regardez le forum, notre siège, que beaucoup ont critiqué comme étant un projet pharaonique.
La Convention citoyenne nous dit ne laissez pas des friches. C'est tellement facile de construire quelque chose de neuf sur une parcelle vierge. C'est tellement plus facile. C'est plus compliqué de s'occuper d'un bâtiment qui était amianté, qui n'était pas top, qui a été construit dans des années où ce n'est pas les années d'aujourd'hui. Donc on met en œuvre cela. Et globalement, on a plutôt eu un commentaire extrêmement positif. Il y a encore des choses à faire, hein. Tout simplement de la part de la Convention. 78% des actions vont dans le bon sens, ont-ils dit. C'est ça. Pour moi, je suis très satisfait de ça. Ça nous oblige à continuer avec eux, parce qu'en fait, ce qui va être important, c'est le travail commun qu'on met en œuvre désormais. Bon, j'en ai quand même trouvé une ou deux qui allaient un peu à l'encontre de vos actions. C'est le jeu. La proposition 87 d'interdire toute nouvelle zone commerciale, alors que la métro soutient le projet NERPIC, qui va être ouvert à Saint-Martin-d'Air au mois de septembre. Et puis, il y avait aussi la réduction de la consommation d'énergie des équipements sportifs. Quand on a un stade des Alpes avec une pelouse chauffée l'hiver, ça peut paraître aussi un peu paradoxal. Sur des points comme ça, qui va l'emporter? Le pragmatisme des élus ou la volonté des citoyens? En fait, sur tous les sujets, il y a un sujet de compromis à trouver, en fait. Donc, la question de la transition écologique, c'est à un moment donné la question du compromis. Vous ne pouvez pas simplement dire « il faut aller vers ça, et c'est comme ça, et il n'y a pas de discussion ». En fait, sinon, de toute façon, ça ne se mettra pas en place. Ça va coincer. Les habitants vont dire « mais non, moi je ne le ferai pas ». En fait, on a besoin d'accompagner. Vous prenez le stade des Alpes. On est en train de rénover l'ensemble des LED, qui soient beaucoup moins consommateurs. Je rappelle que quand même, la pelouse chauffée est reliée au chauffage urbain, qui est quand même particulièrement vertueux en matière d'énergie. 80% aujourd'hui du chauffage urbain provient d'énergie renouvelable. Donc on n'est pas sur de l'énergie carbonée. On n'est pas sur de l'énergie carbonée. Vous prenez le cas, vous évoquez le sujet NERPIC et le sujet NERPIC notamment. Au Grand Place, qui a été agrandi ces dernières années. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Et à un moment donné, il faut être cohérent sur les deux sujets. Donc, effectivement, ce projet a été porté par la ville de Saint-Martin-d'Air. C'est un projet qui a été porté par la ville de Saint-Martin-d'Air. Nous, ce que nous faisons sur ce sujet, c'est que nous veillons le plus possible à ce que l'installation de ce nouveau centre commercial ne soit pas, n'entraîne pas des difficultés sur le reste des secteurs commerciaux de la métropole. Donc il y a des éléments qui étaient déjà dans les tuyaux, qui ne peuvent pas s'arrêter comme ça. D'abord parce que la métropole ne pourrait pas le faire, puisqu'encore une fois, c'est une maîtrise d'ouvrage de la ville de Saint-Martin-d'Air. Et globalement, on a fait aussi très largement évoluer ce projet au cours du temps. Le projet NERPIC, il a profondément évolué. Entre le premier permis de construire et le deuxième permis de construire, ce sont deux projets totalement nouveaux. Pareil sur Grand Place, on a travaillé à des éléments. Vous voyez, c'est jamais noir, jamais blanc. C'est toujours quelque chose à trouver une forme de compromis. On a fait basculer l'autopont, on a remis beaucoup plus les modes doux au cœur du projet de Grand Place. Vous voyez qu'il y a des évolutions qui nécessitent, là aussi, à un moment donné, des compromis et des arbitrages. Et ça, c'est le travail de la métropole qu'elle a mené. Alors, la semaine dernière, la métropole a présenté une tarification spéciale pour les parkings avec un tarif plus élevé pour les véhicules polluants. Ça aussi, je crois que c'était une demande de cette convention citoyenne. 10% d'augmentation quand on a un véhicule polluant. Vous pensez que c'est suffisamment dissuasif comme tarif? Alors, en fait, la première étape, elle est symbolique. En fait, dans ce qu'on a fait. Oui, là, on est vraiment dans l'ordre du symbole. On a dit, on prend un poids d'un véhicule, 1550 kilos, c'est la jauge sur laquelle on va appliquer après la tarification. Depuis 50 ans, le poids des véhicules ne fait qu'augmenter dans notre pays et d'ailleurs partout en Europe. Pourquoi faire? C'est un vrai sujet, hein. Après, tout le monde est libre d'acheter ce qu'il veut comme véhicule. En même temps, quand vous achetez un véhicule qui est aussi lourd, que lorsque vous devez changer les pneus, ce n'est pas le même tarif qu'une Twingo. Donc, quand on achète un véhicule comme ça, on sait qu'on a des frais inhérents qui sont beaucoup plus importants. Il n'est pas absurde qu'une tarification plus importante parce qu'ils émettent plus de gaz à effet de serre, plus de pollution, ils abîment beaucoup plus la voirie. Donc, il est logique qu'il y ait une contribution qui soit supérieure pour eux. Nous l'avons fait, elle est symbolique, nous verrons, nous l'adapterons. On ne touche pas aux véhicules familiaux, parce que quand on a une famille
Avec des enfants, parfois on a besoin d'un véhicule plus important. On ne touche pas ces véhicules-là. Là, c'est les SUV, essentiellement. Exactement. On ne touche pas non plus les véhicules pour les personnes handicapées qui ont besoin forcément d'une organisation et je dirais d'un traitement particulier qui font qu'ils sont plus lourds. Donc on a vraiment étudié ça. On va regarder, on expérimente, on regarde l'impact. Donc beaucoup de métropoles ont voulu le mettre en place, l'ont toujours pas mis en place. Nous l'avons mis en place parce que je pense qu'il faut aussi faire prendre conscience des choses. C'est-à-dire que quand on fait un choix, il a des conséquences aussi pour les autres. Alors l'idée derrière ça, c'est de limiter la circulation des véhicules polluants sur l'agglomération. C'est d'ailleurs l'objectif de la ZFE qui est en place depuis le 1er juillet. Et aujourd'hui, les vignettes critères 4 et critères 5 n'ont plus le droit de circuler en journée dans 13 communes de l'agglomération. Est-ce que c'est vraiment le cas, Christophe Ferrari ? On voit, on était sur le premier, les CQA 5, les CQA 4. On voit que, d'abord, c'était une part très faible des véhicules. Quelques milliers de véhicules. On voit que c'est un sujet complexe pour les habitants, parce que c'est pas facile de se projeter. C'est pour ça que nous avons créé un service d'accompagnement à la mobilité, parce qu'il faut vraiment discuter avec les personnes. Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans la vie quotidienne ? J'utilise ma voiture tous les jours. J'utilise ma voiture pour aller chercher mes enfants au club sportif, pour les amener au match de ceux-ci. C'est tout ça, la vie des gens avec le véhicule. Donc il faut savoir accompagner et mettre des aides, tout simplement, pour changer de véhicule ou bien basculer sur les transports en commun et les mobilités douces. C'est ça l'enjeu qui a été posé. On a les aides les plus fortes quasiment de France aujourd'hui en matière d'aide au changement de véhicule. Et puis on a un service de mobilité qui est assuré par la SPLM TAG, qui tout simplement est là avec des femmes et des hommes pour conseiller, pour aider à ce changement. Alors, vous évoquiez critères 4 et 5 qui représentent peu de voitures. Le 1er janvier 2025, on va passer d'un cran quand même avec les critères 3. Là, c'est les véhicules qui sont diesel avant 2011 ou essence avant 2006. Il y a une étude, selon les statistiques du ministère de la Transition écologique, qui recense de façon très exhaustive tous les véhicules par leur vignette. Ça représenterait 170 000 voitures. Si on prend la grande agglomération grenobloise, avec le Voironnais, le Grésivaudan, mais ce sont des gens qui circulent évidemment sur l'agglomération grenobloise. Là, on va passer à un cap, c'est dans quelques mois. Comment vous l'appréhendez, ce changement de volume ? On sait que ça va être un moment compliqué. On sait que c'est un moment compliqué. En fait, on a eu quand même des atermoiements gouvernementaux pour savoir si on était ZFE, pas ZFE. En fait, ça a flotté un peu dans les. On a eu un ministre, Christophe Béchu, qui nous a expliqué au mois de juillet qu'on n'était plus, mais que finalement on était toujours. Donc nous, en fait, on assume. Vous avez dit que vous n'étiez plus obligé d'y être. Mais en fait, si. Et le préfet a corrigé derrière pour dire mais si, au fait, si, bien sûr. Donc ça, je trouve que ça affaiblit la parole publique de façon générale. Et moi, je le regrette. Je remercie les préfets d'avoir d'ailleurs reposé les choses et reposé le cadre. Nous avons pris les moyens pour pouvoir accompagner l'ensemble des personnes sur ces sujets. Alors, évidemment, on sait que tout ne se fera pas comme ça d'un coup. C'est la tendance qui va être importante. Mais globalement, on n'échappera pas à ces évolutions-là parce que nous devons améliorer la qualité de l'air, parce que c'est un sujet de santé publique. C'est essentiel pour toutes et tous. Et puis parce que nous devons faire en sorte que l'air que l'on respire demain soit de meilleure qualité. Il y aura des contrôles, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pratiquement aucun contrôle sur les critères 4 ou 5. Est-ce qu'à partir du 1er janvier 2025, il y aura des contrôles ? Est-ce que la métropole va mettre en place des outils de vidéosurveillance, par exemple ? La métropole n'a pas de... comment dire, aujourd'hui, c'est à l'État de poser... Le préfet, vous avez renvoyé la balle aux métropoles pour les contrôles. Hein. Oui. C'est aux collectivités de prendre en charge le système de contrôle des véhicules ZFE qui sera mis à leur disposition fin 2024. On a compris même que c'était à nous de payer le système de vidéo-verbalisation. Dont acte. On attend de nous proposer un cadre national pour porter cela. On ne l'a toujours pas, ce cadre national. Donc ça, c'est un véritable sujet. Et lorsque ça sera mis en place, là, effectivement, nos concitoyens n'échapperont pas à la vidéo-verbalisation quand elle sera mise en place. Donc aujourd'hui, il y a des contrôles qui sont réalisés par les polices municipales sur le secteur considéré du pédagogique. Il y a d'autres polices qui le font qui peuvent contrôler beaucoup plus. Police municipale, hein. Moi, je considère que c'est quand même compliqué d'aller demander à la gendarmerie et à la police de s'occuper de ça, alors qu'il y a quand même bien d'autres grands sujets
qui relèvent de leur mission de service public qui sont plus importantes. Donc on voit que tant qu'on n'a pas posé ce sujet du contrôle, forcément les citoyens vous disent on verra. Je peux vous assurer que lorsque le sujet sera là, il sera là. Alors les déplacements font partie des compétences de la métropole, hein, et notamment le développement des transports en commun et des mobilités douces. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quelle est la stratégie dans ce domaine? Vous parliez du vélo notamment, qui a explosé ces dernières années sur l'ensemble des villes du bassin grenoblois. En fait, nous, on a accéléré la question vélo entre le précédent mandat et celui-ci. Budgétairement, on a très largement augmenté le budget de ce mandat vis-à-vis du précédent mandat. Donc on déploie des chrono-vélos, l'ensemble du dispositif, essentiellement désormais sur la périphérie. Le sujet du cœur urbain est plutôt traité. Il y a encore quelques éléments, Grenoble-Fontaine, qui est en train de se travailler et qui avance. On est tombé sur des dossiers qui sont compliqués. Parfois, on a des réglementations de l'État, le PPRT, sur le sud en direction de Jarry, qui est plutôt compliqué. On a des sujets de foncier. On ne peut pas faire passer une chrono-vélo comme ça, comme on le décide. Il y a des propriétaires du foncier, il faut discuter avec eux. Parfois, on discute tranquillement avec eux, ça se passe bien. Parfois, il faut passer par la déclaration d'utilité publique. Donc, vous savez que c'est tout de suite 2 ans de procédure, pour dire les choses très simplement. Donc, on accélère sur ce sujet-là. On va aussi créer des voies des ouvrages, par exemple, traverser les rivières. On a des sujets sur Clé, on a des sujets sur Mélan, on a tout ce qui a été fait avec, je dirais, les travaux de la 480, dont une grande partie quand même de l'action métropolitaine sur les travaux de la 480, ça a été justement sur la question des modes doux. Faire en sorte d'avoir les traversées, la continuité des pistes cyclables. On a pensé à ça quand même. Ça a été ça quand même notre principale action. Et puis, on a mis en place aussi des aides, tout simplement, à l'acquisition de vélos. On a modifié notre tarification sur les vélos avec notre système de location de vélos à la métropole. Mais on a aussi mis des aides à l'achat qui ont explosé depuis qu'on les a mises en place avec le SMAG, mais aussi avec le Grésivaudan. Aujourd'hui, on a, vous voyez, dans tous les vélocistes, finalement un système simple. Vous achetez votre vélo et qui vous permet quand même, je dirais, de vous doter d'un vélo soit musculaire, classique, soit un vélo électrique pour les personnes les plus éloignées. Aujourd'hui, notre but, c'est d'aller chercher ceux qui sont les plus éloignés du cœur urbain. La pratique du vélo, en Grenoble, elle est très développée. Dès que vous êtes dans la deuxième couronne, vous tombez à des niveaux, finalement, où la part modale du vélo est tout de suite plus faible. On est à 5%, pas plus. Donc c'est là où on doit aller gagner sur les territoires périphériques. Exactement. Donc c'est là où on travaille à ces continuités en direction de Visil et dans toutes les branches de la métropole. Donc on fait plus que dans le précédent mandat et parce qu'on veut effectivement ceci gagne encore, je dirais, en espace. Et c'est là où on voit que le concept de chrono-vélo, qui le remet en cause aujourd'hui, quasiment plus personne. Vous vous rappelez quand même du débat, de la polémique, les autoroutes à vélo. Sur les autoroutes à vélo, oui. Mon Dieu, on va tous mourir. En fait, on a tous besoin de ces axes sécurisés qui permettent d'avoir un flux important de vélos. Donc ça, c'est particulièrement nécessaire. J'ai vu qu'au programme, il y avait le développement des lignes de tram, l'extension en tout cas de celles existantes. Il n'y a pas de projet de création d'une ligne à part entière. Il n'y a pas de besoin sur l'agglomération à ce niveau-là. Il y a des études qui sont en cours par le SMAC qui ont été votées. Il y a plusieurs sujets. Il y a l'extension, évidemment, de la ligne A en direction de Sassenage. Il y a la question de l'extension de la ligne D et en direction de Grand Place, comme une espèce de ligne de rocade. Et puis, il y a l'extension de la ligne E en direction du sud et de Pont-de-Clé depuis Grenoble. Donc, ces sujets sont à l'étude. On sait qu'il faut quand même quasiment plus d'une dizaine d'années entre le moment où on dit on y va et le moment où ça se réalise, parce que c'est toujours... nous sommes un pays de procédures. Et aucun projet n'échappe à la lourdeur des procédures. Dans ce pays, on parle de simplification. Moi, j'attends de voir. Peut-être que je serai en retraite lorsqu'on aura des procédures qui se simplifieront. Tout le monde en veut. Personne le ministre l'a dit. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui croit. Mais comme saint Thomas, j'attends de voir
tout simplement les choses. Donc, on n'écarte pas l'idée qu'il puisse y avoir des extensions de lignes de tramway dans ce territoire, évidemment, ça c'est sûr. On aura une petite nouveauté pour les usagers des transports en commun à la rentrée, c'est un ticket unique sur l'ensemble du réseau, alors grenoblois, mais aussi sur les territoires voisins comme le Grésivaudan ou le Voironnais. C'est le but. La création du syndicat avec 3 EPCI, Voironnais, Grésivaudan, Métropole, doit nous amener demain. Le but ultime de tout ça, c'est un ticket unique, un réseau qui sera à un moment donné unique. On aura un réseau unique avec le Grésivaudan bientôt. Peut-être demain avec le Voironnais, qui est en train de cheminer et d'avancer sur ces sujets-là. En fait, de raisonner à l'échelle de l'aire urbaine. Un ticket unique, ça va être une grande révolution. Quand on voit aujourd'hui la complexité pour un usager qui part de la métropole et qui veut aller dans le Grésivaudan ou dans le Voironnais, je dirais il faut avoir une résilience à la compréhension des mécanismes absolument fous. On ne simplifie pas la vie des gens. Donc c'est ça notre but. Et le travail qui est mené aujourd'hui avec Sylvain Laval, Bruno Catin, Henri Bell, c'est ça. C'est d'aller vers cette simplification, cette coordination et finalement donner du sens à tout ça demain. Ticket unique, certains dans votre majorité réclament plus de tickets du tout. Ils veulent la gratuité des transports en commun. Il y a une grande agglomération française qui l'a fait en cette fin d'année 2023, c'est Montpellier. Où en sont vos réflexions sur ce sujet ? Je le dis à l'adresse je dirais des écologistes. C'est eux qui portent cette demande de façon un peu virulente. Le contrat de majorité qui nous lie, c'est une gratuité ciblée. Aujourd'hui, nous l'avons mise en œuvre, puisque nous avons, depuis 2023, la gratuité pour les moins de 11 ans, les mercredis, les samedis et les dimanches, la gratuité pour les moins de 5 ans, total. Nous travaillons à des éléments d'incrémentation. Yann Mongaburu, ancien président du SMTC, avait commandité une étude en 2019 sur la gratuité. Quel serait le coût et quels seraient les moyens pour l'atteindre ? Je préfère le dire et prendre quelques secondes. À l'époque, c'était 60 millions. Il fallait trouver 60 millions. 60 millions, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Aujourd'hui, qui finance pour l'essentiel le SMTC, le SMAC, c'est la métropole. Donc, qu'est-ce que vous enlevez au budget métropolitain, 60 millions ? Je peux vous assurer que 60 millions, c'est quasiment une grande partie de la masse salariale de la métropole. Ça vous absorbe quasiment toutes les aides économiques, tout ce qu'on met en place sur l'aménagement, les grands projets d'aménagement, toute la politique du logement, pour atteindre cette gratuité. Sauf si vous dites, ce n'est pas les dépenses qu'on enlève, parce qu'on peut être toujours plus, monsieur plus, comme la pub à l'époque qu'on connaissait. On peut se dire, on va augmenter les recettes. 60 millions de fiscalité, je peux vous assurer que ce n'est pas une petite augmentation. C'est inimaginable aujourd'hui dans un contexte inflationniste, et ce n'est pas la volonté des élus. Qu'est-ce que disait l'étude de Yann Mongaburu pour pouvoir atteindre cela ? Il disait, ce ne sont que des leviers nationaux qui pourront faire bouger un jour la gratuité. Baisse de la TVA sur les transports. Aujourd'hui, c'est la TVA à plein pot. Nous, on avait demandé qu'elle soit à 5,5. C'est une belle idée. Le gouvernement n'y vient pas. Ça permettrait de gagner quelques millions d'euros d'économie. C'est finalement changer le modèle économique des transports. Qui l'a dit ? Guillaume Gontard, sénateur, président du groupe ELV à l'Assemblée nationale, au travers d'un rapport, qui dit que, en fait, le sujet ne peut pas être abordé localement. Montpellier a fait un choix. Ça a été un choix politique de Michaël Delafosse. Ils ont trouvé l'argent. Ils ont trouvé l'argent. Moi, je ne connais pas quel est le mécanisme global sur Montpellier. Quelle est la politique en matière de l'amélioration des logements, quelle est la politique en matière d'isolation de ceux-ci, d'implantation. Vous dites qu'ils ont forcément fait des choix au détriment d'autres secteurs. Des choix. La gratuité, c'est un choix. La gratuité, de toute façon, à un moment donné, elle est financée quelque part par autre chose. Donc nous mettons en place une gratuité ciblée. Nous l'avons fait. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait au niveau du syndicat des mobilités ? Nous avons étendu la tarification solidaire. Aujourd'hui, nous aurons 18 000
personnes qui seront éligibles en plus, ce qui mènera à près de 130 000 personnes dans la métropole, tout simplement, en plus, qui pourront bénéficier de la tarification solidaire. Tous ceux qui seront au-dessous du seuil de pauvreté bénéficieront du tarification le plus bas, c'est-à-dire 2,50 € par mois. Je rappelle qu'il y a des collectifs comme RSA 38 qui estiment que la gratuité n'est pas une bonne approche, mais est plus sur une tarification sociale. 130 000 personnes qui bénéficient et qui s'adressent à tous, hein, qu'on soit jeune, qu'on soit étudiant, qu'on soit adulte, qu'on soit personnes âgées. Tout le monde peut bénéficier de la tarification solidaire. 130 000 personnes, 18 000 personnes en plus qui vont bénéficier de la tarification solidaire. La ville de Grenoble a annoncé qu'elle allait la mettre en place pour les habitants de la commune. On voit mal comment ça peut cohabiter avec les autres habitants de l'agglomération. Vous avez des infos là-dessus ? Non, mais ça relève, c'est un choix des élus que moi je ne commande pas. C'est au CCAS de la ville de Grenoble. Ils rembourseraient en fait le prix d'achat des tickets. D'embaucher les personnes qui seront au guichet demain pour pouvoir accueillir les personnes, pour pouvoir opérer les remboursements. C'est un remboursement 1 année, 2 années, tout le temps. C'est un véritable sujet en fait qui est posé. Donc aujourd'hui, la tarification sociale, solidaire, elle s'applique à la fois dans le Grésivaudan et dans la métropole, de façon ensemble. Et on a relevé, et ça c'est important, hein, avant la tarification solidaire s'arrêtait à 750 € de quotient, et aujourd'hui nous montons à près de 900 € de quotient. Je peux vous assurer que ça va toucher beaucoup plus de personnes, 18 000 personnes de plus dans la métropole. Pour finir sur le dossier des déplacements, il y a un projet symbolique dans ce maillage du territoire avec les transports en commun. C'est le projet de transport par câble entre Saint-Martin-le-Vinou et Fontaine. On en parle depuis bientôt 10 ans de cette ligne. Le constructeur a été choisi il y a 4 ans. C'est le groupe isérois Poma qui attend avec impatience le lancement du chantier annoncé pour 2024 sur le site internet du SMAG. La dernière étape administrative, qui était l'enquête publique menée par la préfecture de l'Isère, s'est achevée le 21 décembre. On n'a toujours pas les conclusions de cette enquête publique. Vous savez pourquoi ? Normalement, il faut un délai d'1 mois pour que le rapporteur rende ses conclusions. Je pense que tout ça est imminent. Donc, ça a été un travail colossal. C'est un projet important. Il y avait 3 commissaires enquêteurs, je rappelle, sur une enquête publique qui a mobilisé beaucoup, qui a fait l'objet de sondages de la presse quotidienne régionale, qui a fait l'objet... qui était plutôt favorable favorable, de sondages dans les entreprises, bon voilà, nous verrons tout cela. Ça fait partie du processus démocratique que relève l'enquête publique. En fait, quand on regarde quand même... et c'est un autre sujet quand même que je voudrais poser ici, c'est-à-dire que tous ces sujets de mobilité lourds nécessitent des procédures qui sont longues et qui, pour moi, sont aujourd'hui contraires à l'accélération nécessaire qu'on doit avoir sur tout simplement les sujets de transition écologique et énergétique. Moi, j'avais proposé à Clément Beaune, lorsqu'il était ministre, qu'on puisse travailler sur ces sujets, comment on peut, sur un certain nombre de procédures, accélérer ces procédures, parce que, en fait, 10 ans, 12 ans, c'est extrêmement long pour réaliser un projet. Pour réaliser un projet. Je parlais du tram, c'est pareil, là aussi. Donc on a vraiment besoin de se donner aussi un peu plus de souplesse dans ce pays, sans pour autant contraindre le débat démocratique qui est essentiel, sans pour autant enlever la qualité environnementale, l'exigence environnementale qu'on doit avoir sur les projets. C'est encore plus long si jamais le projet ne se fait pas. Aujourd'hui, il a encore une chance de ne pas voir le jour, ce câble. Je disais que Poma avait été choisi, donc j'imagine qu'ils sont dans les starting blocks. Ah, ils sont dans les starting blocks, effectivement. Qu'est-ce qui pourrait arrêter le projet ? Il a été voté par les élus, il a été validé par... L'avis de la commission d'enquête va être assez déterminant dans la procédure. Donc moi, je ne vais pas faire d'hypothèse sur l'avis. J'attends de l'avoir, de le lire, parce que ce n'est pas simplement pour contre. C'est un avis qui dit des choses, qui va émettre des recommandations, qui va émettre des réserves. Voilà, c'est toute une complexité et le travail a été extrêmement lourd.
si jamais le projet était abandonné, il y a des indemnités qui sont prévues pour Poma, par exemple. Il y a eu beaucoup d'argent, déjà plusieurs millions d'engagés sur des études, notamment depuis 10 ans. C'est quand même un des véritables sujets, quand même, à un moment donné, lorsque l'on a un tel engagement, dont je rappelle que ceux qui sont contre aujourd'hui étaient pour avant. Oui, il a été initié par Yann Mangaburu et les écologistes, notamment. Et il a fait partie d'un des éléments majeurs qui a contribué à faire de Grenoble capitale verte. Je le dis au passage, parce que c'était un beau projet, encore une fois, qui a du sens. Ben, évidemment, mais je sens aussi... Poma a envie de faire dans son territoire quelque chose d'intéressant, d'intelligent. En fait, on ne peut pas défendre le développement économique local, territorial, national, le Made in France local, et finalement de ne pas voir nos fleurons être acteurs. Aujourd'hui, Poma fait des choses dans plein d'autres pays, à plein d'autres endroits. Bon, voilà, c'est un véritable sujet. Nous verrons. Il y a eu plein d'autres projets de câbles dans ce territoire qui n'ont effectivement pas eu une fin positive. Alors, ils n'étaient pas allés jusqu'à l'enquête publique, hein, qu'on se le dise. Mais, bon, voilà, moi, je trouve que les projets longs nécessitent de la continuité et nécessitent de la continuité dans l'engagement des élus. Sinon, on ne fera pas de grands projets. Le RER métropolitain, si vous n'êtes pas dans le quotidien, en permanence, à défendre le projet, à être là, à chaque étape, chaque micro-étape est essentielle si vous voulez réussir. Parce que si vous n'êtes pas totalement là tout le temps, et il ne faut pas changer de position toutes les 3 semaines, quoi. Globalement, ce n'est pas possible, ça. Sinon, vous ne faites pas ce genre de projet. Et c'est tous des projets de mobilité. Alors, il y a un transport par câble qui se porte bien dans l'agglomération, c'est les bulles de la Bastille, qui fête cette année ses 90 ans d'existence. Je ne sais pas s'il avait été aussi long à mettre en œuvre à l'époque, j'étais pas né. Le Conseil métropolitain, en tout cas, a voté l'idée d'un grand projet pour la Bastille en novembre dernier. En quoi ça va consister ? Alors, d'abord, ça rentre typiquement dans l'approche, je dirais, du développement métropolitain. Vous avez Grande-Alpes au sud, grand projet d'aménagement. Vous avez les portes du Vercors avec Fontaine-Sassenage. Vous avez la polarité nord-est avec Mélan, La Tronche, Saint-Martin-d'Air et toutes les communes égières. Et Bastille, Visil et Bastille, où là, il y a une volonté pour la métropole de faire l'ensemblier, l'animateur finalement, d'un projet. Alors aujourd'hui, on est un peu au balbutiement. L'intérêt de la Bastille, c'est que c'est assez remarquable comme lieu. C'est tellement un lieu totem de Grenoble, évidemment. Donc on a les quais, on a le plateau intermédiaire, on a les zones sommitales. Donc il y a un travail de réflexion à mener avec 5 communes. Ce n'est pas que la commune de Grenoble, c'est Saint-Martin-de-Vinoux, c'est Quai-en-Chartreuse, c'est Coran et La Tronche, bien sûr. Donc on doit travailler à un projet, tout simplement, pour qu'il soit, finalement, et qu'il soit porté dans les 20 ans qui viennent. Alors, sans doute des choses qui arriveront bien plus tôt. Mais regardez Grande-Alpes. Grande-Alpes a nécessité un certain nombre d'années avant de pouvoir avoir un projet mature, assumé par les élus et qui permette d'entraîner le mouvement. Ceux qui nous expliquent qu'il faut un projet tout de suite, comme ça, immédiatement... parfois qui ont été des anciens maires de Grenoble, d'ailleurs, et qui n'ont pas fait, d'ailleurs, de projet sur les lieux. Vous parlez d'Alain Carignan. Par exemple. Oui, parce que je n'ai pas entendu Michel Destot dire quoi que ce soit là-dessus. Donc, mais voilà, tout ça, c'est quand même une espèce de, je dirais, on a besoin de se caler, discuter avec les acteurs, le Crous, l'armée qui détient une part des choses aussi là-haut. C'est un site emblématique. Donc voilà, il faut prendre ce temps de la réflexion. Vous parlez du Crous sur ce site de la Bastille, la zone intermédiaire que vous évoquiez, Christophe Ferrari. Il y a la cité du Rabot, résidence universitaire, près de 500 chambres. On ne la voit pas forcément très bien de Grenoble, mais elle est là avec beaucoup d'immobilier. Elle va être fermée en 2025. Alors, je ne sais pas à qui appartiennent ces bâtiments. J'imagine que la métro aura un rôle à jouer aussi pour faire de quelque chose ces bâtiments qui seront abandonnés dans quelques mois. C'est typiquement un sujet, donc c'est au Crous, évidemment, ça appartient au Crous, donc ça relève de sa propriété. Mais évidemment, nous, elle est importante. Nous, on mène une politique de l'habitat, donc la question du logement étudiant
et du logement abordable, parce que c'était plutôt des chambres très abordables au rabot. Donc la question n'est pas de construire du logement étudiant qui soit tellement plus cher qu'on ne puisse pas accueillir les étudiants modestes. Donc on a besoin de reconstituer l'offre, tout simplement, de logements étudiants dans la partie, dans la plaine. C'est ce que nous travaillons dans le cadre du PLH. Nous avons déjà commencé. Puis ensuite, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout cela ? La Convention citoyenne pour le climat nous dit démolir pour reconstruire, c'est peut-être pas la meilleure solution, on se le dit aussi. Mais qu'est-ce qu'on veut en faire là-haut ? Donc c'est tout l'objet du débat. On pourrait imaginer un nouveau quartier d'habitation, plus pour les étudiants, mais pour les populations... Je ne suis pas sûr que ça soit ça qui soit typiquement dans l'orientation à la fois des élus grenoblois, mais comme les élus des autres communes. Donc par contre, on a à poser les choses. Il y a des questions d'accès qui sont quand même pas tout simples. Il y a besoin de repenser tout cela. Voilà, donc ceci nécessite... Il y a des projets qui ont été portés par du privé. Vous prenez l'opération qui est quand même assez remarquable, Babel, qui tout simplement... Babel Community. Babel, exactement. Donc, sur vous voyez un des deux bâtiments abandonnés un des deux bâtiments. Donc il y a des choses qui peuvent aussi être portées par la sphère privée sous l'impulsion et le regard de la puissance publique pour pouvoir porter tout cela. Donc le temps de l'aménagement, c'est toujours un temps long. C'est toujours un temps qui prend du temps et qui est nécessaire, je dirais, à l'accomplissement des choses. Puisqu'on parle d'habitation, le gouvernement a annoncé en novembre dernier la mise en place de l'encadrement des loyers sur le territoire de la métropole de Grenoble. Est-ce que c'est effectif aujourd'hui ? Non, ça sera effectif à l'automne. Et globalement, moi je le dis, c'est un dispositif, c'est un élément de la politique en matière d'habitat et de logement de la métropole. C'est un dispositif qui va concerner un certain nombre de communes, pas forcément toujours l'entièreté des communes. Parfois, les communes sont divisées. Le but derrière tout cela, quand on regarde comment ça s'est appliqué à Paris, à d'autres endroits, c'est de faire en sorte, c'est le gouvernement qui l'a voulu, qui a été une proposition du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive dans l'allocation des logements. Donc on a besoin de mettre des bornes parfois. Et dans la réalité des faits, je pense que ceci concernera peu de choses. Parce que quand on regarde les données statistiques de l'allocation dans l'agglomération, la très très grande majorité des logements sont loués à des prix qui correspondent à des prix corrects en matière de location. Mais pour les dérives, la métro aura le pouvoir de fixer un prix. Comment ça se passera concrètement ? C'est compliqué. Il y a une commission qui sera autour de la préfecture et qui permettra de regarder, d'examiner la demande. Ce sera au locataire de saisir cette commission ? Il pourra saisir. S'il estime qu'il est lésé dans son habitation parce qu'on lui a promis des choses qui ne sont pas là ou parce que le loyer est trop élevé, il pourra ainsi le porter. Alors l'État vient également d'assouplir la contrainte imposée aux communes concernant le taux de logements sociaux, qui était fixé à 25%, en y intégrant les logements intermédiaires. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, qui êtes également maire d'une commune, même si je crois que la vôtre n'a pas besoin de grimper jusqu'au taux de 25%? On y est au-delà. Ouais. On est à 28, 29, proche de 30. C'est une mauvaise nouvelle pour la question du logement. D'ailleurs, tout le monde l'a dit. Tout le secteur du logement a considéré que c'était une très mauvaise nouvelle. Gabriel Attal, en voulant dire on baisse le logement social et on met le logement locatif intermédiaire à la place 2 pour loger les classes moyennes, en fait, ce n'est pas une bonne réponse. Le logement, c'est un tout. Il faut du logement social. Il faut équilibrer le logement social dans l'agglomération. Le logement social, c'est des femmes et des hommes qui en ont besoin. Je rappelle quand même les 70 ans de la déclaration de l'abbé Pierre, que tout le monde considère, si on mettait au sondage, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de l'abbé Pierre, un toit pour tous, tout le monde dirait oui. Alors à un moment donné, il faut mettre ses arrière-pensées et ses pensées en accord. Il faut loger les familles monoparentales. Et quand je parle de familles monoparentales, je parle de femmes seules avec leurs enfants, dont les hommes ne sont plus là, parce qu'ils sont partis faire autre chose, et ils ont laissé... les femmes avec leurs enfants seules dans des conditions extrêmement compliquées. C'est le poids aujourd'hui des familles monoparentales dans les demandes de logements sociaux est extrêmement important. 18 000 demandeurs de logements sociaux. La crise les a particulièrement atteints. Donc on a besoin de les aider. C'est généralement des travailleurs qui ont des revenus extrêmement modestes. Mais il faut aussi des logements intermédiaires, de l'accession à la propriété, de l'accession sociale à la propriété. Ça s'appelle un parcours résidentiel.
se focaliser uniquement sur la question du logement social est une absurdité. Mais par contre, on a besoin de les construire. Et moi, je suis, de ce point de vue-là, extrêmement clair et je ne lâcherai rien là-dessus. On a besoin que les maires construisent et bâtissent du logement social. On a besoin de donner un toit pour toutes celles et ceux qui n'en ont pas. Tous les mal logés, c'est extrêmement important. Comment la métro peut contraindre les communes à construire plus de logements sociaux? Il y en avait 1000, je crois, prévus par an dans le plan local d'habitat. 750 seulement ont été construits ces dernières années. Oui, on n'est pas au rendez-vous. Et d'ailleurs, regardez les chiffres. En fait, on n'est pas au rendez-vous pour les logements sociaux. Par contre, pour tout logement, on est au rendez-vous. Ça veut dire que les maires construisent, mais pas le logement social. Donc, à un moment donné... les maires doivent répondre à leurs demandes, souvent d'ailleurs de leurs propres habitants qui ont besoin d'un logement social. Ça peut être une personne âgée qui a besoin d'un logement plus petit, plus adapté, qu'il trouvera dans le logement social. Donc il y a particulièrement besoin là-dessus. Je pense qu'il y a le gouvernement, en supprimant la taxe d'habitation, il a aussi éloigné les maires d'une certaine façon, je dirais, de recettes qui est nécessaire pour tout simplement... aménager des classes, créer des places en crèche, etc. Parce que la démographie scolaire, elle baisse aujourd'hui. Donc les maires qui ne construisent pas voient leur effectif scolaire plonger. Fermeture de classes, moins de moyens, la mixité sociale qui est remise en question. C'est tout ça qui est derrière, en fait. Donc quand on pense logement, on pense aussi à la ville, à la sociologie de la ville. Et il y a besoin d'équilibrer. Mais les communes, vous les connaissez, puisque les chiffres sont publiés régulièrement. Vous avez un outil, un moyen de pression, au-delà de les inciter à construire plus de logements sociaux. Est-ce que la métro peut mettre des choses en place? Enfin, le PLH, il va avoir un avis de l'État. Et l'avis de l'État, il concernera aussi l'ensemble des communes. Moi, je l'ai dit à l'occasion du Conseil, à un moment donné, l'État va vous rappeler à vos responsabilités, mesdames, messieurs les maires. Donc moi, je vous le dis en amont, il est probable, on verra, l'avis de l'État peut-être va dire que cette commune ne construit pas assez. Après, il y a plein de dispositifs qui peuvent avancer. On l'a vu dans le département du Rhône. La préfète du Rhône, préfète de région, a dit puisque vous ne voulez pas construire de logements sociaux, je prends la maîtrise de vos permis de construire. Et ça, vous voyez bien que c'est l'État qui le fait. Donc nous, on pousse, on met de l'argent, on accompagne, tout simplement pour permettre cette construction-là. Alors, on a compris que la maîtrise de la construction des logements sociaux elle est importante. Elle est aussi au cœur d'un bras de fer entre la métropole et la ville de Grenoble sur l'avenir de Grenoble Habitat, qui est une structure publique détenue par la ville. Grenoble a décidé de vendre cette structure. Ça fait 5 ans que le bras de fer a lieu. Une vente à une filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui s'était portée acquéreur avant que donc, la métropole ne s'oppose à cette vente. On en est où aujourd'hui de ce dossier, Christophe Ferraille? Il y a eu de nombreux débats houleux, là, on en voit quelques-uns sur ces images, entre les différentes composantes de la majorité. En fait, la métropole a toujours dit initialement qu'elle souhaitait conserver un outil public de logement, parce qu'elle en aura besoin pour construire. Parce que demain, pour aller construire dans des communes où c'est compliqué de construire, on aura besoin d'outils publics. Parce qu'aujourd'hui, parfois, les bailleurs n'y vont pas. Les opérateurs, même privés, n'y vont pas sur ces opérations compliquées dans les communes intermédiaires, les petites communes, parce que les opérations ne sont pas équilibrées. Donc, on a besoin d'avoir un outil public. Moi, je l'ai toujours dit depuis le début. La question qui est posée n'est pas simplement un sujet de transfert d'actions, de rachat d'actions. Donc, pour cela, moi, j'avais fait des propositions il y a plus de 2 ans qui n'ont même pas été véritablement étudiées. Il y a eu un rejet... Oui, la ville vous a répondu qu'elle avait d'autres options. On revient à la case départ, mais pas parce que simplement la métropole a dit non. La métropole a dit non de façon extrêmement large. Extrêmement large. Ensuite, il y a eu la ville de la Tranche. Et puis, il y a eu le comité régional de l'hébergement et de l'habitat. Là, c'est tout Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les acteurs. Et là, on a vu collectivités comme acteurs sociaux du logement, profession du logement, on dit non. Donc, pas d'accord du CRHH. Donc, il a fallu revenir à la case départ. Moi, je dis que de temps perdu. Donc, moi, je suis de bonne constitution, je veux travailler, nous travaillons, nous avons budgété, je l'ai dit, entre 8 et 10 millions au budget 2024 en termes de rachat d'actions
ou de recapitalisation parce qu'il y a besoin de donner de la puissance à Grenoble Habitat. Les salariés sont des gens exceptionnels qui font un boulot fabuleux. Et moi, je souhaite qu'on garde cette histoire-là. C'est notre ADN territorial. Donc maintenant, on doit construire. Le maire de Grenoble a dit, bon, on peut regarder ça sur les 5 prochaines années à l'horizon de son propre PPI. Très bien, ça nous donne du temps. Donc nous, on est en train de travailler tout simplement des éléments qu'on pourra présenter au Conseil de juillet. Il n'y a pas que Grenoble Habitat, il y a aussi le logement du Pays Visillois, la petite SEM du LPV qui a des logements sur Visil, sur Saint-Martin-d'Air, sur Pont-de-Clé, sur les Mésages, à plein d'endroits, que nous allons aussi faire rentrer dans le giron métropolitain. Donc nous aurons là une approche aussi des deux outils. Et vous savez, le prochain PLH sera surtout de la réhabilitation. Et on aura besoin aussi de faire de l'acquisition dans le privé, transformation des logements en logements sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'on veut accélérer. Donc on aura besoin d'un outil qui permette de faire ça, qui sache s'endetter, qui sache porter cette dynamique-là. Donc, nous sommes en train de travailler ce sujet et j'ai bon espoir que ça aboutisse. Vous dites que ce n'est pas une question d'argent, mais la ville de Grenoble avait budgétisé dans son budget 2024 37 millions d'euros. C'était le prix que la filiale de la Caisse des dépôts et consignations était prête à mettre pour acheter des actions. Après, elle rajoutait, je crois, 15 millions d'euros dans le capital pour construire des logements. Est-ce que votre proposition sera à ces hauteurs-là, Christophe Ferrari ? Nous sommes en train d'en discuter. Il n'y a pas de chiffres posés définitifs aujourd'hui. La ville a ses chiffres en tête, en tout cas, puisque c'est moi, je n'interviens pas dans les débats du conseil municipal de la ville de Grenoble et dans les arbitrages des élus grenoblois. C'est leur responsabilité d'avoir mis ces chiffres. C'est pas moi, c'est pas les miens. Et ils ne s'imposent pas à moi. Donc moi, je regarde les intérêts de la métropole, les intérêts des métropolitaines et des métropolitains. Pour l'instant, vous n'avez rien chiffré de concret. Nous avons mis 8 à 10 millions en 2024. Nous allons construire une mécanique d'achat, d'action, de façon à devenir majoritaire de Grenoble Habitat. C'est notre volonté et d'en prendre tout simplement le lead. Grenoble a besoin aussi encore de construire des logements sociaux, pas simplement pour atteindre son taux à 25%. J'espère qu'il ira un peu plus que ça, parce que c'est important, les logements sociaux, pour l'équilibre territorial. Donc, de ce point de vue-là, nous y travaillons. Moi, j'ai envie aussi de discuter plus largement. Le besoin aujourd'hui d'un outil public, il peut être aussi intéressant pour d'autres territoires. Donc, est-ce que c'est un sujet que métropole ? Donc, vous voyez qu'il y a besoin de temps pour conduire toutes ces discussions. Nous les mettons en œuvre. Bon, c'est un dossier qui a mis en exergue, en tout cas, les relations tendues. On peut dire que vous entretenez avec le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui fait pourtant partie de votre majorité, même s'il n'a pas voté, entre autres, la ZFE, le pacte fiscal de solidarité, le budget modificatif 2021, le maintien de Grenoble Habitat donc dans le giron local. Bon, je m'arrête là pour la liste. C'en est où le relationnel avec Éric Piolle ? J'ai vu dans la presse que ce dossier Grenoble Habitat vous avez permis de vous reparler. Ah non, on n'a jamais quitté le dialogue, jamais. Moi, je ne quitte aucun dialogue avec aucun maire de la métropole. Donc, la question, c'est que se parler et être d'accord, à partir du moment où moi, je défends les intérêts de la métropole et les intérêts de 48 plus 49 communes de la métropole, dont Grenoble, nous n'avons pas forcément le même regard sur les intérêts moins qu'on puisse dire. Les uns et les autres. Mais oui, mais ça, c'est logique. Mais est-ce que c'est quelque chose d'assez, finalement, assez normal, d'une certaine façon, que les intérêts de la ville de Grenoble soient vus par le prisme des élus grenoblois ? Tout ça est logique. Et moi, je dois les regarder au travers de cela. Donc, on n'a pas perdu. On a d'autres dossiers. Vous évoquez des dossiers qui sont tendus. Il y en a plein d'autres qui ne le sont pas. La rénovation des Villeneuves, le projet, on l'a monté ensemble. C'est autant de projets qui sont positifs. Après, qu'est-ce que vous voulez ? La gauche, elle est diverse. Il y a peut-être une radicalité plus importante de la part des élus grenoblois par rapport à tous les écologistes. Moi, j'ai des très bons rapports avec les écologistes en général. Ils ont apporté quelque chose d'essentiel dans la prise de conscience générale. On a une députée présidente du groupe à l'Assemblée nationale qui fait un formidable travail aujourd'hui dans son travail à la fois parlementaire local, mais aussi national. Donc voilà. En fait, vous savez, la rugosité dans les relations concerne des dossiers. Ce n'est pas des sujets interpersonnels, en fait.
Vous parlez de vos bonnes relations avec les écologistes. Est-ce qu'avec Lionel Coiffard, par exemple, les choses sont toujours aussi cordiales? Vous aviez voulu l'exclure de son poste de vice-président au mois de juin dernier. Finalement, vous avez été mis en minorité sur cette décision. Comment vous cohabitez avec lui? Alors, regardez, en fait, on avance ensemble sur la politique des déchets, je dirais de concert, en phase, sans difficulté. On a même fait la tournée des poubelles à 5 h du matin avec les équipes il y a quelques jours. C'est pour vous dire quand même que finalement, on travaille bien ensemble. On y était justement à cette tournée. J'ai quelques images de vous en Reaper. Vous aviez mis ce beau gilet jaune pour suivre donc la collecte matinale. Un petit peu comme Éric Piolle qui a fait ses stages dans les EHPAD au mois de décembre pour se rendre compte du quotidien de gens qui vivent avec des métiers pas évidents. Ce sont des métiers de l'ombre qui avaient été mis en avant pendant la crise du Covid, mais qu'on a peut-être de nouveau un peu oubliés. On les a oubliés, mais comme on a oublié aussi les professionnels de santé, comme on a oublié les caissières dans nos grandes surfaces. En fait, on est quand même dans une société de l'immédiateté. Et je pense qu'il faut toujours se rappeler, moi, les équipes font un boulot formidable. C'est ça le service public de proximité. Et il est réalisé d'excellente façon. Il est plutôt dans les enquêtes que l'on fait en termes de qualité et de qualité de service, extrêmement reconnu. Donc pour moi, c'est essentiel. C'est pas la première fois que je vais faire la tournée avec les Reaper 1. Je l'ai fait pendant le précédent mandat, donc à plusieurs reprises. Parce que c'est important d'être tout simplement dans ce quotidien-là. Et puis, ils voient ce qu'est la réalité de la société d'aujourd'hui, quand même. Ce qu'il y a dans une poubelle, c'est la réalité de la vie, quand même. Ils sont bien payés, les Reapers de la métro Ils ont des niveaux dans la fonction publique. Les salaires ont certes augmenté avec l'augmentation des points d'indice. Nous, on essaye je dirais, d'avoir un traitement qui soit le mieux possible et qui permette, encore une fois, d'être à la bonne hauteur. Mais la fonction publique n'a pas toujours été très bien traitée historiquement et qu'il est nécessaire sans doute qu'elle le soit mieux. On a aussi une politique sociale très importante en leur direction. Et on essaye, et je crois que le travail qui a été mené par la première vice-présidente Michèle Verret est de très grande qualité et reconnu aujourd'hui. Vous évoquez nos déchets qui en disent long sur notre façon de consommer. Ces déchets pour l'agglomération, ils finissent là, pour la plupart, au centre de tri à Tanneur. Vous avez investi beaucoup d'argent, 12 millions d'euros, je crois, pour agrandir ce centre. Aujourd'hui, il est opérationnel ? Alors aujourd'hui, bien sûr qu'il est opérationnel, on a besoin de traiter nos déchets, mais on est dans une période un peu charnière qui donne un peu le tournis parfois par les montants financiers. C'est qu'aujourd'hui, on est obligé de refaire nos outils. Le centre de tri, on le refait. L'incinérateur, il faut le rénover. Il faut le rénover en pensant qu'on traitera moins de déchets à l'avenir. Et puis surtout qu'on va arrêter de faire circuler des camions partout dans la France pour aller traiter les déchets ailleurs. Donc on est cette intercommunalité de Saint-Marcelin jusqu'au Grésivaudan, le Voironnais, la Matésine-Loisan, à réfléchir ensemble, à près de 700 000 habitants, à un outil qui nous soit commun, qu'on a d'une certaine façon en copropriété, et qui sera demain nos outils. Ça, c'est des grands changements. C'est majeur en termes financiers, mais c'est nécessaire d'adapter nos outils. On va essayer de moins mettre de camions pour aller brûler nos déchets à 100 km d'ici, pour certains territoires. C'est plus possible, c'est plus climatiquement responsable, tout cela. J'ai vu que dans les projets, il y avait un centre de méthanisation aussi qui devrait voir le jour dans quelques années. Je dis devrait parce qu'avec les délais que vous évoquiez tout à l'heure, on ne sait jamais. Ça a été plutôt une décision d'ailleurs unanime du Conseil métropolitain. C'est pour vous dire quand même que lorsqu'une décision est unanime, il faut la saluer. Donc là, on aura notre centre de compostage à Murianette, qui sera nouvelle génération, et qui permettra, encore une fois, de méthaniser les déchets et d'en tirer du biométhane qui sera injecté au réseau de gaz. Là aussi, c'est tout simplement du déchet au bout pour être vertueux. La Convention citoyenne recommande la création d'une police de l'environnement pour réprimer les infractions contre les dépôts sauvages de déchets. La métropole avait annoncé en 2018 la création de cette police. Pourquoi elle ne s'est pas faite ? Pourquoi elle ne s'est pas faite ? Parce que nos systèmes législatifs et réglementaires on vous a pas donné le droit d'avoir ce type de... Non. C'est très simplement, on nous a dit, faites-la à l'échelle métropolitaine, mais alors toutes les communes qui ont mis ensemble leur police municipale doivent casser leur police municipale mutualisée. C'est absurde.
Je vais pas demander à Cessiné, Parisé et Cessin de casser leur police municipale mutualisée, ou le plateau de Champagné, Jarry, Briey, etc., casser tout ça parce qu'on crée quelque chose. On va créer une police qui sera mise à la disposition des maires sur les sujets environnementaux. C'est quand même pas très compliqué. Pourquoi on n'adapte pas les choses? J'ai rencontré Jacqueline Gouraud, l'ancienne ministre. J'ai fait intervenir tous les sénateurs et les sénatrices possibles. On a interpellé à peu près la terre entière pour que ça bouge. Bon, il faut bouger un peu la loi, mais on nous dit « Ah non, c'est compliqué ». Moi, je dis que ça pourrait être très simple. Nous, on est hyper demandeurs. Ça éviterait d'avoir des dépôts sauvages à plein d'endroits. Ça permettrait de travailler tous ces sujets. Bon, ben, dont acte. Moi, je lâche pas le morceau. Je lâche pas le morceau, mais je me dis que parfois, au lieu de créer des lois nouvelles sur plein de choses, peut-être que si on entendait un peu les territoires sur des besoins simples, hyper concrets, pragmatiques, et qui permettraient d'améliorer les choses, qu'on nous écoute, quoi. Alors, la semaine dernière, à votre place, Christophe Ferrari, je recevais l'un des 49 maires de l'agglomération. Je dis une parce que c'est une femme, Amandine Demort, qui est la nouvelle maire d'Échirolles. Je lui ai demandé de vous poser une question. On l'écoute. Cher Christophe, cher président de la métropole, comme je l'ai dit, la métropole accompagne les communes dans les questions de grands projets qu'elle porte. Sans la métropole, elle ne pourrait pas les voir aboutir. On a beaucoup discuté de la question de la rénovation des villes neuves, mais je pense aussi aux questions des transports en commun, des mobilités. D'ailleurs, on attend avec impatience la prolongation de la ligne E sur Échirolles et je sais pouvoir compter sur votre soutien là-dessus. Mais j'avais une question à vous poser sur la question de la proximité avec les métropolitains et les métropolitaines. Je sais que vous y êtes extrêmement attachés. Et comment comptez-vous améliorer ça dans les années à venir? Merci. D'abord, je voudrais féliciter Amandine Demort, nouvelle maire d'Échirolles, et lui souhaiter plein succès dans sa mission. Amandine Demort est une élue vraiment de proximité, qui a l'intérêt général vraiment chevillé au corps et le souci de ses habitantes et de ses habitants. L'amélioration de la proximité est un sujet pour nous continu. Je l'ai dit, on a des services publics d'hyper proximité qui sont, je dirais, hyper félicités par les habitants. L'eau, premier geste du matin, hein, quand vous allez boire votre verre d'eau, etc. L'assainissement, là aussi, les déchets. Et puis, on a aussi des services publics, le transfert de la voirie est plus récente, où là, finalement, on a besoin d'améliorer en permanence les relations entre la commune et la métropole. La commune reste et demeure la première entrée de tous les citoyens. Donc moi, je suis un défenseur de la commune, mais je suis aussi défenseur du bloc communal dans son ensemble. Commune et EPCI, commune et métropole. Et donc, nous avons besoin, tout simplement, d'écouter les maires, d'écouter ceux qui remontent du terrain pour pouvoir améliorer autant que faire se peut, trouver les dispositifs qui nous permettent d'améliorer et de simplifier les choses. La métropole est capable d'hyper-proximité, mais elle peut aussi, en toute humilité, être moins bonne sur certains sujets. Donc, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de tabou. Notre débat, c'est l'amélioration continue du service aux habitants. En tant que maire, moi, j'ai des habitants qui me demandent aussi d'améliorer ma proximité en tant que maire, mais comme tous les maires. Donc la question de l'amélioration de la proximité est un sujet qui nous concerne tous. Donc travaillons-le dans l'intérêt général, et je sais pouvoir compter sur Amandine Demort. Alors, avec l'arrivée d'Amandine Demort comme maire d'Échirolles, le taux de femmes maires dans l'agglo est passé, attention, de 12% à 14%, Christophe Ferrari. On est encore loin de la moyenne nationale qui est déjà faible, hein, autour de 20%. L'égalité femmes-hommes dans l'agglo, elle a encore du chemin à faire. Oui, indéniablement. C'est un sujet, la loi a permis d'avancer sur ce sujet, tout simplement, de la parité. Après, elle oblige la parité dans les conseils municipaux, mais on voit bien qu'au final, ce sont les hommes qui prennent le poste de maire. Hein, à la métropole, elle était meilleure dans le précédent mandat. Après, le sujet, c'est que beaucoup de communes se retrouvent avec un seul représentant. Et dans la très grande part des cas, ce sont des hommes. Et là où il y avait des femmes maires... Elles envoient des hommes. Voilà. Donc c'est un sujet, là aussi, d'amélioration permanente. Si j'évoque ça, c'est que vous êtes à l'origine d'une tribune parue dans Libération la semaine dernière, pour le 8 mars, qui propose des mesures à mettre en œuvre pour renforcer l'égalité femmes-hommes.
homme. Pourquoi avoir pointé ce sujet-là ? Parce que pour moi, c'est un sujet qui me tient très fortement à cœur, parce que je pense qu'on doit être en permanence dans la volonté d'améliorer et l'amélioration de ces sujets. Nous avons aujourd'hui une forme d'inéquité dans la société sur beaucoup de sujets, et je pense qu'on doit interpeller l'État, je trouve qu'il n'est pas forcément à la hauteur sur ces sujets aujourd'hui, mais aussi, nous, dans les territoires, porter des vraies politiques qui permettent, encore une fois, finalement, de donner des signaux extrêmement forts qui peuvent être généralisés. Et l'État pourrait aussi nous accompagner beaucoup mieux. Donc, je pense bien sûr au sujet du congé paternité, qui est un sujet qui est important aujourd'hui à porter. Je pense aussi des sujets de contraception masculine, qui sont des sujets extrêmement importants. Je pense à la question des lieux ressources. On en a un dans l'agglomération de la Maison de l'égalité femmes-hommes, située à Échirolles, lieu métropolitain qui porte des projets qui sont très concrets pour la jeunesse, pour les habitants. Le soutien aux maisons des femmes, là aussi, qui est un sujet. Il y en a une à Grenoble et il y en a une en région parisienne. On a besoin de porter ces exemples-là. On a besoin de renforcer tous les dispositifs qui permettent de lutter contre les violences faites aux femmes aujourd'hui. Et je pense qu'on a là aussi matière encore à être plus efficace, plus actif collectivement. Dans le PLH, on sera présent sur ces sujets. Donc voilà, autant de sujets que j'avais envie de porter de la part des élus territoriaux, avec deux têtes d'affiche assez fortes, et une particulièrement, c'est Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem, deux anciennes ministres, mais avec aussi des présidentes et des présidents de département, avec aussi Carole Delga, typiquement, des présidentes de région, et énormément d'élus de la sphère communale et métropolitaine. On verra si l'État vient s'inspirer de ce qui se fait sur les territoires dans ce domaine. Christophe Herré, on va finir cette émission avec un dossier qui est sûrement pas le plus agréable pour vous. C'est cette affaire déclenchée à l'automne 2022 par votre ancien chef de cabinet qui avait dénoncé l'utilisation d'une voiture de la métro pour vos déplacements personnels. Une affaire qui est instruite en ce moment par la justice. Vous avez été entendu au mois de décembre par la police. Comment ça s'est passé ? J'ai été entendu, voilà, c'est une audition et finalement c'est une étape logique dans le processus. Donc voilà, moi j'ai exprimé tout ce que j'avais à dire sur ce dossier. Vous avez plaidé la bonne foi sur cette depuis des mois. Les choses ont été exprimées, voilà. C'est quoi la suite aujourd'hui ? C'est pas dans mes mains, c'est dans les mains de la justice et j'ai trop de respect pour l'institution judiciaire aujourd'hui pour faire quelconque commentaire là-dessus. C'est le travail de l'institution judiciaire et je la laisse travailler. Ça vous inquiète quand même ? Vous y pensez aux conséquences éventuelles, peut-être d'une mise en examen, puisque c'est un processus qui peut aboutir à ça ? Non, moi je travaille, je suis dans l'action pour mon territoire et je peux vous assurer que les dossiers me prennent l'essentiel de mon énergie à la métropole et comme dans ma ville. Donc voilà, moi ce qui me questionne aujourd'hui, c'est plutôt les difficultés que j'ai pour faire aboutir le RER métropolitain. C'est ça plutôt qui me perturbe. C'est la complexité des procédures. Donc moi je suis pleinement dans l'action territoriale et c'est ça qui m'apporte. Je suis un élu territorial. Je suis un élu de terrain et c'est ça qui me passionne et qui me plaît dans cette mécanique-là. Donc c'est ça qui me rend plutôt parfois, qui m'inquiète. Bon, la semaine dernière, on recevait le maire d'Échirolles. Aujourd'hui, on avait le maire de Pont-de-Claix, président de la métropole. La prochaine émission sera le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui sera à votre place, Christophe Herré. Alors je vais vous demander, comme aux autres, de regarder la caméra en face de vous et de lui poser une question. Très bien. Monsieur le maire de Grenoble, cher Éric, comment expliques-tu la décélération de la production de logements, notamment social, sur Grenoble, sur tes deux mandats, comparativement au mandat antérieur de Michel Destot, et eu égard aux valeurs que nous défendons à gauche, que d'autres ont défendues et portées bien avant nous, comme Jean-Philippe Motte, élu de Grenoble et vice-président de la métropole, et étant rappelé que la question du logement ne relève pas que de la métropole. Donc voilà, la question que je souhaite adresser. On a eu une division par plus de 3, voire plus,
de la production de logements sociaux entre ces périodes. Eh bien, merci Christophe Ferrari. Vous répondra sur la prochaine émission. Ce sera le dernier week-end du mois de mars. On aura le brief métro la semaine prochaine. Merci en tout cas d'être venu sur ce QG politique. Merci beaucoup. Merci.